Hello les amis, c'est Christophe Concy. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler de l'intelligence artificielle, ou communément appelée l'IA. On va parler de l'histoire de l'IA, comment elle fonctionne, quelle est la recherche en France, dans le monde, et quels sont les dangers de l'IA. Donc aujourd'hui, l'IA, elle est partout. Que vous le vouliez ou non, que vous vouliez vous en servir ou non, elle est partout. C'est une des technologies la plus puissantes du monde aujourd'hui, qui soulève pas mal de questions éthiques, comme par exemple qui est responsable si une voiture autonome est impliquée dans un accident. Il faut s'assurer aussi que l'IA n'est pas biaisée, et elle est au cœur des débats actuels et elle nécessite une réflexion sérieuse. Donc en regardant vers l'avenir, l'IA elle a le potentiel de vraiment transformer le monde profondément, que ce soit dans plusieurs usages, ne serait-ce qu'en robotique par exemple, et elle façonne déjà notre avenir. En France, donc voilà, la recherche et le développement elle est reconnue. Les institutions, l'INRIA et le CNRS, ces entités elles mènent des études de pointe, notamment sur l'apprentissage automatique de la vision par ordinateur, la robotique entre autres. Dans le monde, aujourd'hui, ce qui est accès au grand public, entendu parler, c'est OpenAI avec ChatGPT. Donc il y a le 3, il y a le 4 qui est payant. C'est un modèle de langage impressionnant par sa taille et ses capacités. Il peut générer des textes cohérents, il peut refaire des réponses, il peut même coder, il peut faire des sites internet, il peut traduire et bien plus encore. Moi personnellement, je l'utilise de temps en temps, surtout à mon travail. Je suis commercial, donc mes mails, etc., je les fais faire par ChatGPT. Il trouve toujours le meilleur mot que moi. On a aussi de la reconnaissance faciale qui est très avancée dans le monde. Notamment, c'est déjà utilisé en Chine. De la recherche dans la santé. Donc voilà, aujourd'hui, l'IA elle est devenue vraiment précieuse pour la santé. Notamment, elle aide à la recherche d'images dans l'imagerie médicale. Et ensuite, vous avez, dans un peu plus ludique, voilà, l'IA qui est capable de jouer à des jeux comme AlphaGo, etc. Et qui ont même battu des champions du monde dans des jeux complexes comme le Go. Et elle montre une capacité aujourd'hui sans précédent pour s'adapter et apprendre. Il y a la question d'éthique qui se pose sur l'IA. Voilà, donc une question réglementaire se pose, s'assurer qu'elle est utilisée de manière équitable et transparente. Alors une fois de plus, ça se discute. Donc la France, elle est un acteur clé dans le domaine de la recherche en intelligence artificielle. Et en fait, vous avez plusieurs sites répartis dans la France. On en avait à Saclay en Ile-de-France, à Sofia, à Rennes, à Grenoble, Nancy, Bordeaux, Lille. Et donc vous avez plusieurs spécialités dans chaque ville en fait. Donc vous avez par exemple l'apprentissage automatique, la robotique, les algorithmes, celui qui est localisé à Paris. Sa spécialité elle est reconnue pour l'IA, notamment en matière de système multi-agent d'apprentissage automatique. Ça, alors, je vais un peu plus rentrer dans les détails tout à l'heure et je vais vraiment vous expliquer l'histoire de l'IA et comment ça fonctionne pour que quelqu'un, même un enfant, puisse comprendre. Alors pour l'instant, je vais employer des petits mots compliqués, mais après, ça va être plus clair. Donc je disais, vous avez des spécialités qui mènent à des recherches diverses dans l'informatique forcément, donc robotique, apprentissage automatique. Vous avez à Toulouse notamment, c'est la robotique et aussi l'aéronautique. Maintenant, on va parler de qui a fait avancer l'IA. Donc l'IA, c'est le résultat forcément de contributions de nombreux individus au fil des décennies. Et voici quelques figures marquantes et significatives. Donc vous avez le premier, c'est Alan Turing. Il y a un film sur lui d'ailleurs, qui est pas mal du tout. Donc c'est lui qui est considéré comme le père de l'informatique, voilà. Lui qui a introduit le concept de machine universelle. Et c'est lui qui est à la base d'une première idée d'ordinateur. Il a aussi évalué un test qui s'appelle le test de Turing comme critère pour déterminer si une machine peut être considérée comme intelligente. Vous avez John McCarthy. Donc lui, c'est lui qui a carrément inventé le terme d'intelligence artificielle. Et il a développé un langage. Donc vous savez, quand vous programmez, quand vous écrivez des lignes de code sur un ordinateur, voilà, c'est dans certains langages. Et lui, il a inventé la programmation Lisp, largement utilisée dans la recherche en IA. Il a également fondé le premier laboratoire dédié à l'IA à l'université de Stanford. Ensuite, vous avez Marvin Minsky. Alors lui, il est cofondateur du laboratoire d'IA au MIT, donc c'est pas n'importe qui.
Lui, il a développé notamment tout ce qui est vision, par ordinateur et de robotique. Ça aussi, j'en parlerai un peu plus loin. Et il a introduit la notion de perceptron. Donc c'est le prédécesseur des réseaux neuronaux modernes. Et là, une fois de plus, tout à l'heure, je vais vous expliquer ce que c'est. Voilà, vous avez ces trois pairs en fait qui sont les premiers à avoir inventé ça. Bon, après, ils ont reçu des prix, etc. Et vous avez aussi Andrew Ng. Donc lui, c'est un professeur de Stanford qui a développé l'IA en lançant un concours en ligne sur la machine learning, sur Coursera en plus. Donc vous pouvez y assister aussi. Et ensuite, vous avez des entrepreneurs comme Elon Musk, Sam Altman, qui ont contribué largement à faire avancer l'intelligence artificielle et surtout la rendre au grand public. Donc après, vous avez des organisations comme Google, DeepMind, Facebook, AI Research, vous avez OpenAI. En France, donc c'est Yann LeCun, qui a été l'un des premiers pionniers de l'apprentissage profond. Et lui, en fait, il a fait avancer ce qu'on appelle le réseau de neurones convolutifs. C'est largement utilisé dans la vision par ordinateur. Par exemple, quand une voiture roule, eh ben, elle doit comprendre que là c'est un feu, là c'est un être humain, etc., etc. Donc on met des images dessus et en fait l'ordinateur analyse et il sait reconnaître les images. Et alors c'est un Français et aujourd'hui, depuis 2000, il a reçu un prix très prestigieux en 2019 et maintenant c'est lui le directeur de la recherche à Facebook sur l'IA. Vous avez aussi Luc Julia, elle est co-créateur de la technologie qui a donné naissance à Siri. Donc vous savez sur Apple quand vous parlez à votre portable. Siri c'est pas de l'IA pure, mais cependant voilà, elle repose sur de nombreuses techniques, notamment la reconnaissance vocale et la compréhension du langage naturel. Et ensuite vous avez Cédric Villani, un mathématicien lui, qui a joué un rôle significatif pour la promotion de l'IA et il a remis un rapport au gouvernement justement pour voir comment l'IA changerait un peu la face de la France. Donc voilà, là vous avez d'autres personnes qui ont contribué à l'IA en France. Quelles sont les avancées majeures et les limites de l'IA? Donc l'intelligence artificielle, elle a connu d'importantes avancées ces derniers temps. Parce qu'en fait, Yann LeCun, à un moment donné, il a su rendre un modèle mathématique compréhensible par l'ordinateur pour faire avancer l'IA. Et donc, comment ça marche? Donc, en fait, l'IA, elle est apparue en 1957. C'est Frank Rosenblatt qui a modélisé ce qu'on appelle le perceptron. En gros, c'est une version mathématique simplifiée d'un neurone. Donc, imaginez un neurone. Eh bien, il a rendu possible, avec des algorithmes, donc des calculs mathématiques, il a rendu possible l'interprétation d'un message. En fait, si vous voyez, un neurone, ça envoie un signal électrique pour faire une fonction, eh bien, lui, il a remplacé le signal électrique par une fonction mathématique. Donc après, on peut imaginer comme ça tout un système de neurones, et c'est exactement ça l'IA, avec plusieurs entrées d'algorithmes mathématiques qui vont venir donner des variantes et des oui, des non, enfin tout ce que vous voulez. Et après, le réseau va faire en sorte qu'il va chercher l'info à droite, à gauche, pour donner une réponse oui ou non en sortie. Donc voilà, c'est comme ça qu'on imagine l'IA aujourd'hui. Il a mis des valeurs numériques sur des impulsions électriques. Mais en fait, au début, il a du mal à le faire fonctionner. On laisse un peu tomber justement ce domaine-là parce que personne n'arrivait à comprendre un petit peu le modèle. Et c'est Yann LeCun qui a fait avancer tout ça. Et en fait, aujourd'hui, c'est la méthode la plus utilisée, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage profond. Donc, faut vous imaginer en fait un puzzle où chaque pièce est associée à un neurone. Donc, voilà, imaginez un puzzle, chaque pièce elle est associée à un neurone et où chaque opération crée un morceau d'image. Donc, ça, c'est le deep learning. Et en fait, il y a 3 phases d'apprentissage dans l'IA. Vous avez l'apprentissage supervisé, donc on montre des images et des étiquettes à l'IA en fait, et elle en sortie, elle doit dire par exemple si c'est un chien ou un chat. Elle se trompe au début, mais en fait elle va apprendre. Et alors, en théorie ça fonctionne, mais ça peut être biaisé. Et c'est pour ça qu'on dit que parfois l'IA elle peut être, ça s'appelle les biais. Si on lui montre par exemple trop d'images de chiens, elle va peut-être pas comprendre qu'à un moment donné, voilà, c'est un chat. Voilà.
Ça, c'est un exemple. La deuxième, c'est l'apprentissage par renforcement. C'est le système qui est le plus utilisé, par exemple, pour les jeux vidéo et la robotique. Et il n'y a que deux sorties possibles, oui, non, ou gagner ou perdre. Et le troisième, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage non supervisé. Donc là, c'est des systèmes de recommandation où en gros, le système fait des similarités avec les algorithmes et vous avez des suggestions. Alors, pour vous parler plus concrètement, ben, c'est par exemple quand YouTube vous recommande des vidéos ou comme quand Netflix vous recommande des vidéos. Voilà, il sait ce que vous regardez, il sait ce que vous aimez, il y a des algorithmes derrière et ils arrivent à définir que si vous avez regardé, je ne sais pas, Fast and Furious 1, ben, il y aura de fortes chances qu'ils vous proposent le 2. Voilà, c'est un exemple. Tout ceci demande énormément de puissance de calcul et pour vous donner une comparaison, aujourd'hui un bébé quand on lui montre une image d'un chien ou un chat, il l'assimile quasiment immédiatement alors que l'IA, il faut lui montrer des millions de fois l'image pour qu'elle comprenne. Et ça tombe bien parce que le web en possède. Donc les avancées majeures en IA aujourd'hui, c'est l'apprentissage profond, donc le deep learning, les réseaux neuroprofonds. Vous vous souvenez, je vous ai montré une image tout à l'heure avec le pulse, etc. En particulier les réseaux de neurones convolutifs, donc c'est la vision par ordinateur, et les réseaux de neurones récurrents, c'est le traitement pour le langage naturel. Ça, on a beaucoup évolué dedans, surtout au niveau des tâches pour la reconnaissance d'images, la traduction automatique, etc. Ensuite, forcément, c'est très utilisé dans le jeu vidéo. Vous avez les réseaux de neurogénératifs. Donc là, ce sont des réseaux qui ont révolutionné la génération d'images et vidéos avec des applications allant même jusqu'à la création d'artistique et à la synthèse vocale. Donc voilà, je pense que vous en avez entendu parler, ça se diffuse beaucoup sur les réseaux. Voilà, aujourd'hui, l'IA est capable de générer une image à partir de ce qu'on appelle un prompt. Donc on lui dit ce qu'on veut et elle génère l'image de plusieurs manières. Et ça, c'est valable dans la musique, dans la voix. On avance aussi dans les systèmes autonomes avec la conduite de véhicules, les drones, la robotique en général, les jeux. Alors les limites de l'IA, c'est que aujourd'hui, en fait, l'IA, elle manque parfois de compréhension. Et pour certaines tâches spécifiques, l'IA peut peut-être remplacer des êtres humains sur certaines tâches, mais c'est pas tout de suite qu'on va avoir un robot humanoïde chez nous qui va tout faire, en fait. Et elle a du mal aussi à comprendre, elle n'a pas la flexibilité cognitive qu'un être humain peut avoir. Alors c'est normal, on n'est qu'aux prémices, un jour ça arrivera peut-être, mais parfois elle confond les mots, et selon le type d'action qu'on fait, elle n'arrive pas à comprendre le sens profond du mot. Donc voilà, ça c'est les limites. Les modèles d'IA peuvent être très sensibles à des attaques adverses, forcément, puisque vu qu'elle peut apprendre, ben, elle peut être très biaisée. Si quelqu'un lui parle que du mal, elle va ressortir que le mal. Et ça peut causer de grandes erreurs de prédication. Ensuite, vous avez aussi le coût énergétique. Alors, oui, les modèles d'IA qu'on emploie aujourd'hui peuvent nécessiter une énorme quantité d'énergie et ça soulève forcément des préoccupations environnementales. Et après, il y a ce qu'on appelle aussi le overfitting. En gros, c'est le surentraînement de l'IA qui peut faire en sorte qu'elle devienne trop spécialisée dans des données et du coup, elle perd sa capacité à généraliser un concept. Donc voilà, ça c'est les limites de l'IA. Voilà, on est confronté aux défis éthiques, techniques, sociétaux, qui nécessitent forcément une attention continue. Pour pas faire n'importe quoi tout simplement. Vous avez, il y a plusieurs outils comme ça. Je n'ai pas besoin de tous les énumérer ici. Vous tapez sur Google, vous allez tous les trouver. Et après, c'est utilisé dans des technologies qu'on utilise tous les jours, comme Amazon Alexa, Siri, Google Assistant, Cortana. Les dangers aujourd'hui et les questions éthiques que ça soulève, c'est l'IA forcément dans la robotique et dans l'armée. Puisque vous savez que toute technologie à la base est d'abord déployée par l'armée avant de tomber dans le grand public. C'est généralement le cas. C'est l'armée qui utilise la technologie et ensuite on la donne au grand public. L'IA, pour tout ce qui est forcément de l'armée, de la guerre et des armes,
Je ne sais pas ce qui se passe, mais voilà, on pourrait très bien imaginer demain une arme intelligente ou des soldats intelligents ou des robots intelligents pour faire la guerre. Donc ça, c'est un peu les dangers de l'IA. Et alors, je ne dis pas qu'on est dans un scénario où on arrive sur Skynet comme dans Terminator, mais peut-être que ça serait envisagé un jour si on continue à faire n'importe quoi. C'était Christophe Concy, rendez-vous au prochain épisode.